Alors, moi, je vous propose en préambule de me présenter très rapidement parce que certains d'entre vous me connaissent peut-être, mais c'est simplement pour planter le décor et mettre en perspective finalement cette appétence que j'ai pour l'e-commerce. Alors, moi, j'ai fait un parcours d'école de commerce avec du marketing. J'ai travaillé en agence de publicité pas très longtemps, 3 ans, et j'ai effectivement rejoint une start-up Internet en 1995. J'ai commencé à réaliser des sites corporate, des sites Internet standards. Et assez rapidement, j'ai commencé à faire également de l'e-commerce. Le tout premier avec paiement, c'était en 1996. Premier gros e-commerce B2B, c'était avec Polylabo c'était en 99. Et je dirais de fil en aiguille, alors j'étais responsable e-business pour un groupe européen. J'ai créé mon agence Advisa en 2002. Et au tout démarrage, Advisa était une agence digitale à large spectre. C'est-à-dire que nous faisions tout ce qu'on peut imaginer, hein, de la carte de vœux interactive, on est en pleine saison, à la borne muséale, bien sûr, en passant par le site e-corporate, le branding, et le site e-commerce. Et je dirais les technologies de création d'Internet se sont démocratisées. De plus en plus d'acteurs proposaient la réalisation de sites, d'une part, et le font très bien. Et d'autre part, l'e-commerce, c'est vrai que c'est une discipline un tout petit peu particulière qui nécessite de la technologie, qui nécessite à la fois une sensibilité pour le commerce, mais également une capacité à faire des choses qui s'interfacent notamment sur des systèmes d'information, avec un niveau en tout cas d'entrée technologique important et qui me plaisait bien. Et c'est là que j'ai spécialisé l'agence Advisa dans le commerce électronique, large spectre, en 2012, avec des technologies Magento, PrestaShop, qui étaient technologies open source, un petit peu leader, puisque Magento est un leader mondial, PrestaShop un leader français. Et là, je me suis rendu compte que, bon, on est en Alsace, hein, on est dans un écosystème un peu particulier dans lequel on a beaucoup de PMI, d'ETI, d'industriels au sens large. Et beaucoup de ces entreprises naviguent au quotidien dans des environnements B2B. Et, euh, et l'e-commerce B2B a des spécificités. On s'est rendu compte des besoins particuliers, d'ailleurs que les outils du marché ne comblaient pas. Mais ça, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Donc, à côté de ça, l'e-commerce a quelque chose d'assez plaisant quand on est un prestataire, un opérateur, c'est que les résultats sont tangibles et la création de valeur est réellement mesurable. C'est du chiffre d'affaires, c'est des investissements d'un côté et des rendements et des ventes de l'autre. Et du coup, bah, tous les progrès, toutes les marches de l'escalier que nous grimpons ensemble avec nos clients bah, génèrent de la valeur visible. Et ça, c'est quelque chose de très gratifiant, très plaisant, qui, à titre personnel, me plaît beaucoup. D'où cette appétence particulière également pour l'e-commerce. Et alors l'e-commerce B2B, bah, qu'est-ce que c'est? Bon, tout le monde s'en fait une idée assez précise, en tout cas autour de cette table, compte tenu de la qualité des auditeurs. On va donc considérer que c'est du commerce interentreprise, e-commerce électronique interentreprise. Après, sur le commerce électronique interentreprise, il reste néanmoins, il y a deux sous-composantes. Vous avez peut-être entendu parler d'EDI, d'échange de données informatiques. Ça, c'est l'acronyme francisé. L'EDI, c'est une grosse part du commerce électronique B2B. Mais il y a l'autre petite part qui est par contre croissante, c'est l'e-commerce sur site web. Alors, si on veut faire la différence entre les deux, l'EDI, ce sont des flux généralement entre de grosses entreprises et des fournisseurs stratégiques. Je vais par exemple donner l'exemple d'un constructeur comme Volvo, Peugeot, d'une manière générale, tous les constructeurs automobiles sont dans un flux de production et ont besoin de pièces détachées. Ces pièces détachées viennent de fournisseurs stratégiques comme Valeo, Michelin, qui intègrent donc des pièces dans
dans le flux de production et les échanges liés aux achats de ce type de produits se font de manière automatisée par des flux entre systèmes d'information. C'est du commerce électronique, mais c'est du commerce électronique vraiment très imbriqué et relativement lourd à mettre en place, mais permettant ensuite une très belle réactivité, permettant une absence d'erreur, permettant une optimisation des flux. Et cette EDI voilà, est à opposer, ou en tout cas à différencier de l'e-commerce sur site e-commerce, où on a, comme pour un site e-commerce B2C, un catalogue dans lequel on va pouvoir faire du picking, choisir des produits jusqu'à un panier et valider ce panier pour le payer. Alors, si on prend les chiffres, est-ce que finalement le B2B, est-ce que le B2B est une tendance lourde ou naissante? Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est la face cachée de l'iceberg, c'est la face immergée, puisque aujourd'hui, enfin, ça fait depuis 2018 qu'il y a eu un dépassement. L'e-commerce B2B, finalement, pèse plus en valeur que l'e-commerce B2C. Maintenant, c'est beaucoup plus discret, ça se voit beaucoup moins. Et pour vous donner des chiffres, en 2019, l'e-commerce B2C a passé la barre des 100 milliards d'euros de transactions, avec une augmentation sur les 4 dernières années de à peu près 13%. Là où, alors, pour compléter sur l'e-commerce B2C qu'on connaît tous, Arenza, Amazon et autres, on est sur des paniers moyens de 59 euros. Hein. Il y a une légère érosion de ce panier moyen, mais voilà où nous en sommes globalement. En France, on est 40 millions de Français à acheter en ligne. Ça représente 79% de la population. En B2B, pour comparer, donc on avait 100 milliards en B2C. Le B2B, aujourd'hui, c'est 150 milliards, avec une progression qui est supérieure, une progression qui est d'ordre de 15% par an. Donc, on est sur un phénomène très dynamique, mais qui est parti en décalage par rapport au B2C, qui est parti dans un second temps. Qu'est-ce qu'on peut dire également d'une manière générale, les entreprises françaises réalisent 19% de leur chiffre d'affaires en e-commerce, mais avec les deux subcatégories, les deux subdivisions que sont donc l'e-commerce sur site, qui lui a aujourd'hui une part plus petite, plus congrue, mais qui augmente, qui est de l'ordre de 4%, 4-5%, et l'e-commerce en EDI, qui est avec des flux lourds, des flux forts, peu nombreux, mais très volumétriques en termes de transactions, qui pèsent aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires global moyen des entreprises françaises. Sachant qu'évidemment, ça concerne beaucoup plus les grandes entreprises de plus de 250 salariés, plutôt que les petites. Alors, que puis-je... Ça, c'est pour le panorama. Alors, autre spécificité, c'est l'e-commerce B2B, finalement. C'est un e-commerce qui est, en termes de valeur, plus fort, plus important. Les transactions sont plus élevées. Le panier moyen, 59 euros en B2C. En B2B est aujourd'hui 16 fois supérieur, aux alentours de 1000 euros. Et le taux de transformation, c'est ce taux en fait, d'achat, hein, qui fait que quand un visiteur vient sur un site Internet, il va finir par une transaction. Sur un site B2C, c'est très variable d'un site à l'autre, mais on dit que globalement, il est de l'ordre de 2%. Là où en B2B, ce taux de transformation est de l'ordre de 10%, donc 5 fois supérieur. Donc on voit tout de suite que ce sont des sites qui sont très transformants, où la fonction commerce fonctionne réellement et fortement. Alors, qu'est-ce qui finalement fera la spécificité d'un site e-commerce B2C par rapport à un site e-commerce B2B? Alors, il y en a quand même quelques-unes assez flagrantes. D'une manière générale, on peut dire que l'e-commerce B2B est tout de même plus compliqué. Et plus compliqué, alors sans pour autant être inatteignable, mais tout simplement un peu plus compliqué sur un certain nombre sur une matrice de découverte. Je vais vous citer quelques exemples. En B2C, sur un site comme Sarenza, Amazon, pour la partie B2C en tout cas, le client est décideur unique. Hein. Alors que dans l'entreprise, on est face potentiellement à un process d'achat, incluant quelqu'un qui va sélectionner un produit, mais qui n'aura pas la capacité de l'acheter parce que
Vous imaginez qu'il y a un workflow de validation avec une personne qui est un validateur qui va valider la commande d'un acheteur ou un responsable de service. En e-commerce B2C, vous avez une adresse en général de livraison. Alors, ça peut être une adresse différente en facturation, mais en B2C, la notion d'adresse, en B2B, pardon, la notion d'adresse peut vraiment être beaucoup plus complexe avec une entreprise, avec plusieurs entités, plusieurs adresses de livraison, dépendant comptablement d'entités différentes. Enfin, cette notion diffère. La notion de prix, en B2C, vous avez un prix. C'est le prix auquel vous pouvez acheter votre produit. En B2B, le prix est régulièrement adapté à l'acheteur dans le cadre de contrats qui préexistent et qui donnent lieu à des remises, à des réductions. On a également la notion de quantité, de remise par quantité, selon le nombre de tonnes, selon le nombre de palettes. On a des remises par lot. Donc cette notion même de prix est beaucoup plus complexe. La notion de paiement, en B2C, c'est généralement un paiement comptant, carte bleue, PayPal, là où en B2B, on est davantage sur des incoterms, des conditions préalablement négociées, mais pas forcément de paiement en ligne. La fréquence d'achat, en B2C plutôt faible, en B2B pouvant être élevée avec des notions de récurrence. Le catalogue en B2C il est ouvert, visible de tous. En B2B, on va être sur un catalogue potentiellement fermé, partiellement ouvert, avec des sous-catalogues, des catalogues personnalisés, voire totalement inaccessible du grand public parce que soumis à une authentification et présenté uniquement dans un contexte d'extranet, donc sécurisé. Ensuite, je dirais que la notion même d'achat. En B2C, nous sommes sur des achats souvent impulsifs, liés à une publicité qu'on a pu voir, un besoin qu'on vient de ressentir. Là où en B2B, cette notion d'achat elle est généralement très rationnelle, dans le cadre d'un cycle, avec une réflexion préalable, une validation, un référencement d'une solution sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, un achat réfléchi. Et enfin, la typologie de produits, on est davantage sur des produits simples en B2C, produits unitaires qu'on peut acheter, là où en B2B, on peut être potentiellement sur des produits configurables, personnalisables. Ça, c'est la différence. Et c'est sur justement, c'est cette différence qui rend la chose en même temps intéressante, puisqu'une complexité, c'est aussi un challenge, et un challenge, c'est quelque chose qui permet de faire grandir. Nous, on a effectivement travaillé de front sur des sites e-commerce B2C, en mettant en œuvre toutes les best practices, toutes les meilleures méthodes pour augmenter l'expérience utilisateur. Et on a également eu de nombreux clients qui nous ont mis le pied à l'étrier de l'e-commerce B2B. Et dans le contexte de l'e-commerce B2B, il y a eu des manques. C'est-à-dire que les outils sur le marché, qu'il s'agisse de Magento et de PrestaShop, pour citer ces deux-là, mais il y en a plein, dont Commerce ou Commerce, des outils également en mode SaaS, tels que Shopify, Oxatis, pour citer un éditeur français, ont des périmètres fonctionnels qui sont B2C, qui sont fortement évolutifs, qui permettent très rapidement, par l'entremise de modules, de rajouter une vente privée, de rajouter des happy hours, de rajouter un module de relance de panier abandonné. Tout ce choix de fonctionnalités est très présent sur les plateformes e-commerce, mais ce sont des fonctionnalités B2C. Et des fonctionnalités B2B, finalement, elles n'étaient pas existantes. On avait dû les réaliser, on a dû les coder. Et du coup, ça nous a permis chez Advisa de monter une suite finalement de modules, Advanced Business Suite, qui est dédiée spécifiquement à l'e-commerce B2B. Et c'est quelque chose qui nous a permis d'être, en termes de time to market ou en termes de coûts sur un projet performant. Aujourd'hui, des logiciels B2B existent. Ça fait 2 ans globalement que cette nouvelle typologie de plateforme transactionnelle existe. Il y a un marché, les éditeurs l'ont compris, mais historiquement, beaucoup d'outils sont encore B2C. Alors, vous l'avez compris, ça fait de nombreuses années que nous pratiquons l'e-commerce et ça fait, je dirais, depuis 2012 qu'on s'est spécialisé dans l'e-commerce chez Advisa. J'ai
au fil des expériences, on a globalement eu beaucoup de succès. Nos clients ont beaucoup de succès, ça se passe globalement très bien. Mais ce n'est pas systématique. Nous avons également connu des échecs. Des clients qui pourtant avaient a priori un projet intéressants, à potentiel, ont été dans l'échec et ont connu des déboires. Et inversement, bah, d'autres clients ont vraiment performé et d'autres ont surperformé. Et je trouve assez intéressant d'analyser finalement cette matrice de réussite et d'échec pour en déterminer des patterns, finalement des schémas de réussite et des schémas d'échec, et pour finalement tirer des enseignements que nous mettons à disposition de nos clients pour augmenter les probabilités de réussite. Et c'est un petit peu ces clés que je comptais effectivement présenter rapidement en synthèse ce matin. J'en ai dénombré 6, qui pour moi sont importantes. Et dans les minutes qui suivent, je vais vous présenter ça. Alors, ces clés, la toute première pour moi, c'est la notion de gouvernance. Alors, je vais essayer de... La gouvernance. C'est-à-dire qu'un projet e-commerce est un projet réellement d'entreprise, c'est un projet transversal qui nécessite une collaboration entre différents services. Ce ne peut pas être un projet uniquement porté par le service communication ou marketing. Ce ne peut pas être un projet uniquement porté par la DSI. Ce ne peut pas être un projet uniquement porté par le service commercial ou le service export ou le service logistique. C'est bien un projet qui va faire collaborer tous ces pistons, tous ces rouages de l'entreprise. Et pour faire rapidement un historique, dans les années 95-2000, que j'ai pu connaître, les responsables des sites, des projets de sites internet, c'était des DSI. En 2000, la bascule s'est faite et ce sont des responsables communication qui ont pris les rênes du projet internet parce qu'on était dans du branding, dans du corporate. Jusqu'à peu près en 2010, à partir de 2010, il y a eu vraiment un phénomène très intéressant où c'est le PDG, c'est généralement le top board, le dirigeant d'entreprise qui a dit bon, maintenant je veux digitaliser, je veux accélérer, et, je mets autour de moi, autour de la table, tous les acteurs de cette réussite. Le DSI, bien sûr, le directeur marketing, le responsable commercial, etc. etc. Et c'est là, c'est dans ce contexte, et uniquement dans ce contexte, qu'un projet d'e-commerce peut vraiment fonctionner. Et vous comprenez pourquoi, ou en tout cas, puisque on y touche une matière qui est le commerce. On y touche une politique de prix. Si, donc, il s'agit de ne pas créer de rupture ou comment dire, de frustration d'un point de vue client au niveau de l'expérience client. On veut pouvoir trouver ses propres tarifs. Il y a des problématiques liées à l'international. On pouvait ensuite, peut-être dans un passé proche, avancer masqué avec des différences de tarifs très importants par pays. Aujourd'hui, c'est plus forcément faisable. Donc, il y a un certain nombre d'irritants. Ça reste la communication, c'est-à-dire que le site e-commerce, bien qu'il porte une fonction transactionnelle, véhicule également l'ADN de l'entreprise. Donc, on est dans de la communication. Il va falloir livrer les produits qu'on vend. Donc, la logistique rentre de pleine part dans ce projet, et ainsi de suite. Ça, c'est donc transversalité, gouvernance et top board impliqué. J'irais même jusqu'au RH, parce qu'on peut tout à fait imaginer, et je l'ai vu dans des entreprises, d'avoir des publics, des commerciaux se mettant en opposition au projet e-commerce parce que se sentant en danger par rapport à leur métier. Et là où effectivement le métier doit évoluer, on travaille pour Puma, les commerciaux Puma sont devenus des ambassadeurs de la marque. Ils présentent les nouveautés et ont finalement des échanges beaucoup plus sympas et beaucoup plus enrichissants, à la fois pour le client et pour eux-mêmes. Donc, tout transversal, gouvernance transversale. Deuxième clé, pour moi, fondamentale, c'est que ça reste un projet technologique dans lequel le système d'information est crucial, est clé, est une clé de voûte. Et il ne peut pas y avoir d'e-commerce performant sans système d'information performant. Et c'est un écosystème e-commerce finalement, dans lequel aujourd'hui, à minimum, il faut considérer avoir un ERP communicant,
Ils sont des flux qu'il va falloir mettre en place entre la plateforme et le RP de l'entreprise, dans lequel on va à minima trouver les prix, notamment les prix clients, et les stocks. Ils sont quand même deux data incontournables. Mais l'écosystème évolue. Et aujourd'hui, on va dire à l'avenir, pour faire vraiment tirer parti pleinement et faire en sorte que les choses fonctionnent bien, il va falloir greffer d'autres outils, de nouveaux outils autour de votre ERP, autour de l'ERP en tout cas du client. J'ai encore peu de clients qui aujourd'hui ont un PIM. Euh, le PIM et le Product Information Manager est le référent d'un point de vue information produit, caractéristiques, description en plusieurs langues s'il y a plusieurs langues, description détaillée, caractéristiques, longueur, largeur, poids, en inch avec des valeurs selon Donc le PIM, super important, permettant effectivement d'avoir toujours une data. On parlait de l'importance de l'information. Le PIM, c'est le référent, le coffre dans lequel l'information produit sera stockée, sera alimentée par tous les chefs produits. Et l'ERP, à la base, n'est pas un bon outil pour stocker une information marketing sur un produit. Certains ERP le font, certes, mais le PIM est quand même plus puissant et dédié à cela. Et le PIM permet également de faire de la génération automatisée de catalogues print, par exemple, hein, et plein d'autres fonctions très, très sympathiques. La CRM, hein, la partie data client, est aussi très importante. Et bien sûr, interagit avec le site e-commerce qui vient enrichir cette compréhension et cette connaissance du client. Le DAM, le Data Asset Management, qui permet de stocker toute la partie documents, photos, schémas, et qui vont pouvoir enrichir la découverte et la présentation d'un produit et de manière transversale et référente. Alors, on peut aller jusqu'à même des logiciels de WMS, hein, Warehouse Management System, hein, qui pour la gestion d'entrepôt, pour améliorer la logistique, et notamment dans du multicanal, hein, permettant de connaître les stocks à proximité des clients et donner des délais de livraison au plus juste. Et donc, ce système d'information, il est incontournable. Et il démarre par le RP, mais il va s'étoffer, il va s'enrichir. Et ça passe par une internalisation. J'ai vu des projets, j'ai vu des clients qui n'avaient pas d'informaticiens en interne. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir des informaticiens, mais tout le monde va devenir informaticien parce que tout le monde va être utilisateur à un moment de données informatiques et va enrichir ces données. Et c'est à la fois une internalisation et en même temps aussi une gestion, un pilotage, une culture, un mindset qui est nécessaire à la performance e-commerce. Et ce que j'ai pu voir chez les clients qui ont surperformé, c'est cette sensibilité et cette capacité à prendre cet escalier en marche et de monter en puissance. On ne leur demande pas de connaître au départ, mais de s'y intéresser et de mesurer les apports de ces différents outils et de sorte à pouvoir graduellement s'équiper pour, euh, pour avoir un écosystème digital et un écosystème e-commerce performant. Après, troisième point clé, c'est la Customer Experience. Alors, on parle du X. Je pense que compte tenu de vos métiers respectifs et de vos profils, vous savez ce que c'est. Ça va bien au-delà du design. Hein. C'est vraiment l'expérience utilisateur. Et cette expérience utilisateur, ce qu'on peut par exemple dire, c'est qu'aujourd'hui, un client B2B, finalement, il est client B2B du lundi au vendredi, aux heures de bureau, mais il est client B2C le soir et le week-end. C'est-à-dire que ces expériences d'achat, il les a globalement bâties sur des sites que sont Amazon, des sites Sarenza et consorts, qui sont des sites B2C très bien faits. Et du coup, ces attentes se sont calibrées sur ce que proposent ces sites e-commerce B2C, quelque part référents, qui deviennent des standards. Et à contrario, donc le lundi matin, quand la personne prenait sa blouse blanche de laborantin et passait des achats pour son entreprise sur un e-commerce B2B, il y avait souvent une rupture d'expérience, quelque chose qui était vraiment de l'ordre du déceptif, avec des interfaces qui étaient plutôt old school,
minimaliste, non ergonomique, où on ne trouvait pas forcément son panier en haut à droite, on ne trouvait pas forcément son icône compte permettant de trouver les commandes passées en haut à droite, qui ne répondait pas forcément aux standards de l'e-commerce d'aujourd'hui. Et ça crée ça crée vraiment un souci. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une convergence réelle au niveau de l'expérience utilisateur vers ce qui se fait en B2C. Et le B2C tire et indique la voie. Donc ça, c'est assez sympa. Et tous les modules qu'on peut trouver sur les plateformes e-commerce B2C permettent d'avancer rapidement vers là, y compris les templates, etc. Et sur lesquels il faut rajouter, bien sûr, je vous l'avais exprimé au préalable, les fonctions B2B qui permettent d'avoir la meilleure expérience client possible. Puisque si le client passait commande par mail et par téléphone, ce qui pouvait, ou par fax encore, ce qui pouvait potentiellement faire perdre du temps à l'industriel marchand, les clients vont se transposer potentiellement sur l'outil électronique, mais ce n'est pas pour avoir une dégradation de leur niveau de service. Il faut que s'ils avaient 12% sur la gamme de prix, sur la gamme de produits A, et qu'ils avaient 23% de remise sur la gamme de prix B, ce qui était négocié contractuellement, ils puissent retrouver exactement leur tarif. Il ne s'agit pas d'acheter avec un tarif et puis d'avoir une espèce de remise arrière ou autre. Ça serait une expérience dégradée. Il faut également avoir la notion d'encours. Ils ne vont pas sortir leur carte bleue s'ils sont déjà référencés chez vous, ils ont un contrat cadre, ils veulent pouvoir passer commande sans débourser. Mais il faut aussi que le marchand puisse piloter l'encours pour pas que ça dépasse. Donc, ces fonctionnalités, elles doivent être présentes pour que l'expérience client soit optimale, y compris jusqu'à la personnalisation du catalogue. Et toujours dans cette expérience client, c'est l'aspect contenu. Alors, je regarde juste l'heure, je vais un peu accélérer, mais l'aspect contenu, il est à la fois stratégique et tactique. Ce sont des fiches produits qui doivent être qui doivent être complètes. Alors en EDI, c'est pas du tout le cas. En EDI, ce sont ce que j'expliquais chez Volvo, chez Renault, c'est des pièces détachées qu'on va identifier, je ne sais pas, chez Valeo. Les plaquettes de frein, les pneus de chez Michelin n'ont pas du tout besoin de descriptif dans l'EDI, puisque les acheteurs ont déjà fait leurs études préalables, ont fait leurs négociations préalables, et on a juste besoin d'avoir la quantité, le numéro de référence, la quantité, c'est tout. Là où en e-commerce B2B sur site, avant d'être un client, on a potentiellement un prospect, ou si on est un client, on a besoin de le renseigner, de l'informer, et on va devoir lui proposer une fiche produit très complète avec des PDF, des tableaux de caractéristiques, tout ce qui lui permettra de bien découvrir, bien comprendre la nature du produit qu'il va acheter ou qu'il envisage d'acheter. Donc c'est là où je reboucle sur le PIM, sur la CRM, mais je peux aussi ajouter des fonctions du type bot, chat, la notion de relation client, pour ne pas non plus qu'il y ait de rupture d'expérience. Il ne s'agit pas non plus d'être dans un monde inhumain. On peut tout à fait transposer, et c'est très agréable, la prise d'informations au travers d'un live chat, un chatbot, faire de la vente conseil sur plateforme digitale, mettre en place un excellent moteur de recherche qui permet de saisir des caractéristiques d'un produit et finalement très vite trouver une aiguille dans une botte de foin sur un site e-commerce. Donc ça, cette notion d'expérience client, customer experience, est fondamentale. Quatrième clé, la clé, c'est la donnée, la data. On est quand même, on le voit d'ailleurs en B2C, toutes les GAFA déploient de l'intelligence artificielle pour être de plus en plus en empathie avec nous, les utilisateurs. Ce sont des machines de guerre. Maintenant, cette IA se démocratise aussi. IBM notamment propose un dispositif qui peut se plugger. On a de l'IA sur des logiciels en SaaS qui viennent s'embarquer sur les sites e-commerce et permettent de faire de la personnalisation, de la recommandation personnalisée, et pour faire de l'upsell, de la vente additionnelle, des choses sympathiques. Donc cet enjeu de collecte de data, il est valable également en B2B et peut-être encore plus valable en B2B. Alors, le B2B, c'est un petit peu l'inverse. On peut partir presque du postulat opposé. C'est qu'à la base, vous connaissez en B2B, les clients, enfin les vendeurs connaissent leurs clients, puisqu'il y a une antériorité dans la relation. On ouvre un compte, souvent la connexion, elle est authentifiée, et cette authentification préalable permet de savoir qui on a en face. Et sachant qui on a en face, de lui mettre les produits du catalogue qui vont l'intéresser au bon prix, etc. Mais on le constate aussi, je le constate, c'est que
encore quelques entreprises n'ont pas de CRM. Cette notion de pilotage de la data client et de collecte et d'analyse de la data client n'est pas systématisée. Et le monde de l'e-commerce va vers l'ultra-personnalisation et c'est cette data qui permettra de le faire. L'e-commerce est particulièrement adapté puisqu'on historise tout ce qui se passe, on collecte beaucoup de données et c'est ça qui permettra de faire de l'upsell qui est un levier de croissance important, hein, pour un client donné en e-commerce B2B qui a l'habitude d'acheter sa pièce détachée habituelle ou de pouvoir proposer des accessoires et des compléments permettant d'ajouter en moyenne entre 30 et 40% de valeur. Le timing par rapport au bon moment, la connaissance aussi du client permettra de faire du push à des moments par rapport à, je ne sais pas moi, à un produit qui est en fin de vie ou qui nécessite une révision, une maintenance. Le marketing automation, je le vois aussi, on est dans les, bien que c'est une techno qui existe depuis des années, ça se met en place progressivement par des best practices assez peu coûteuses et très transformantes, et vraiment des quick wins comme la relance de panier abandonné. Ça, c'est fabuleux. Dès lors que le client B2B est connecté sur votre shop, il met des choses dans son panier, on sait qui c'est, on a son adresse email, et s'il quitte la plateforme et qu'au bout de 12 heures, il ne revient pas, on peut lui faire un push avec une relance de panier abandonné. C'est très, très simple à faire, c'est peu coûteux. Et après, tout ce qui est autre marketing automation, notamment lié à l'inbound, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Donc, ça développe des systèmes d'information marketing, hein, qu'on appelle SIM aujourd'hui, où on a beaucoup de data qu'on peut collecter d'une part pour l'analyser, mettre en place après des KPI, des tableaux de bord, et de sorte à s'approprier cette démarche. Ça, c'est pour moi important. Et finalement, doucement rentrer dans de la data analyse au niveau des ventes, au niveau du marketing, et pour pouvoir, pourquoi pas, proposer des produits aussi nouveaux qui correspondent à des attentes qu'on a pu déceler à travers des comportements sur sa plateforme et de les exploiter ensuite dans un cycle itératif. La clé numéro 5, pour moi, c'est l'amélioration continue. Alors ça, c'est plus procédural, c'est une méthode. Euh, je vais faire une métaphore, une comparaison très courte. Est-ce que les GAFA sont tous là-dedans? C'est-à-dire qu'on est dans une amélioration incrémentale, continue, step by step, là où vous avez beaucoup de nos clients, historiquement, faisaient des refontes de sites internet. On avait droit à tous les 5 ans, ah, ça y est, on refait une refonte du site internet, cahier des charges, etc. Gros investissement, hein, forcément. Et pendant 5 ans, on exploite l'outil, mais rien n'avance, rien n'évolue. On exploite l'outil pendant 5 ans. Ça, c'est pas du tout la méthode gagnante. En e-commerce, la méthode gagnante, c'est ce que font tous les GAFA, c'est de l'amélioration continue. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une refonte d'Amazon à un moment? Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai jamais vu de refonte d'Amazon. Est-ce que vous avez vu une refonte de LinkedIn? Je ne l'ai pas vu. De Facebook? Non, il n'y a pas eu de Facebook 1, de Facebook 2. Il y avait Facebook qui, en permanence, évolue. Et on voit, ah tiens, il y a un nouveau truc, il y a quelque chose qui a changé d'emplacement, de nom, une nouvelle fonction qui se greffe. Ça, c'est la méthode qui fonctionne le mieux. C'est récent, hein, dans l'histoire d'Advisa, ça fait à peu près maintenant 4 ans qu'on met ça en place avec des clients très, très matures, mais qui ont envie d'accélérer. Et c'est ça qui nous permet alors d'être à la fois rapide parce que on met en place un MVP, c'est un peu dans la méthode Lean Startup, que vous connaissez peut-être, où l'idée c'est d'aller rapidement avec quelque chose d'assez minimum en ligne et ensuite de faire des tests, de faire des améliorations. On va rajouter une fonction, on va regarder si ça fonctionne, si elle génère de la satisfaction. Et donc, en time to market, on va être assez rapide et on va être assez proche, on va bien stitcher avec les attentes des clients. Et ça permet, marche par marche, d'améliorer son dispositif et d'être de plus en plus performant. Et ça, c'est vraiment un changement de mindset. C'est un changement vraiment de... On arrête les refontes, on est dans l'évolution permanente. Voilà, ça c'était quelque chose qui pour moi est important. Alors, ça n'empêche pas de faire une roadmap, hein, et finalement d'écrire le cheminement du projet. Mais ça permet aussi à un moment de pivoter, de dire on s'est trompé, on pensait que, mais on va changer. Et effectivement, le marché, nos interlocuteurs, nos clients nous expliquent, nous montrent que ça ne marche pas. Et cette technique, ce qui tient de l'agile, se repose sur un pivot fonctionnel dans l'entreprise qui est le product owner, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la fois être l'interface entre le métier et les différentes personnes présentes dans l'entreprise
et les prestataires, les partenaires de la solution, logisticiens et autres. Et ça, ce pivot e-commerce, ce product owner, dans la méthode agile, en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle, est un élément pour moi clé d'une success story e-commerce. Et du coup, parce qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut imaginer, hein, il faut le verbaliser, tant que c'est pas dit, c'est pas évident, mais c'est que l'e-commerce, c'est une never-ending story. Dès lors que le client commence à faire de l'e-commerce, ça n'arrête plus, ça n'arrêtera pas. Il n'y a aucune raison. Les clients ne le comprendraient pas. Pourquoi, à un moment donné, attendez, vous me proposiez jusqu'à présent d'acheter vos produits en ligne et là, vous vous arrêtez? C'est inconcevable. Dès lors qu'on met le pied dans l'e-commerce, on met le pied, on va y rester. La question, c'est est-ce qu'on y reste de manière statique, et je dirais non évolutive ou évolutive? Et la réponse est évidemment oui dans l'évolution. Et cette évolution, comment? Est-ce qu'elle se fait par fracture, par plaque tectonique, par innovation de rupture, avec des refontes, ou elle se fait de manière incrémentale? Et ben, la deuxième solution marche très très bien, elle est moins heurtante, elle permet aussi de lisser les investissements pour le porteur du projet. Donc c'est la bonne méthode. Et last but not least, là j'ai normalement terminé mon temps, mais je vais finir ces derniers points. Mais je pense que compte tenu de vos profils, vous maîtrisez bien cet aspect des choses, mais c'est pas souvent dit. Moi, j'ai beaucoup de clients en e-commerce B2B qui finalement viennent vers nous et disent voilà, on va proposer ça à nos clients, etc. Et on va le faire de manière timorée, ou en tout cas cachée des autres, cachée du monde. On va ouvrir un extranet avec un login password. Oui, on l'a fait, oui, ça marche, bien évidemment. Mais ce qui marche mieux, c'est d'ouvrir ce catalogue et d'avoir une bonne visibilité. Et la visibilité SEO, elle est fondamentale pour moi, elle est consubstantielle au succès, parce que bah, c'est comme un magasin dans lequel vous avez du monde, un magasin dans lequel vous n'avez pas de monde. Hein. Plus vous avez de monde dans votre magasin, plus mieux vous portez. Alors pas forcément dans l'e-commerce, avec des clients préexistants ou dans la fidélisation, mais c'est sûr pour du développement. Tout nouveau client, prospect, faisant une requête Google, 95% des acheteurs passent par Google hein, pour faire leur requête. Et seulement 25% peuvent acheter en ligne parce que 75% des produits ne sont pas proposés à la vente en ligne. Donc il y a une frustration. Mais tout le monde passe par Google. Et bah, si on vous trouve, bah, ça vous crée du monde, c'est des gens qui vous découvrent. Et notre client Objarama, qui est dans le B2B, qui est dans l'intervalle en 4 ans devenu numéro 1 français de l'objet publicitaire, c'est grâce à sa visibilité dans les moteurs de recherche. Clairement, clairement, clairement. Ils ont un super catalogue, ils ont des super produits. Sauf que ça ne se voyait pas dans leur site précédent. On a bien travaillé leur visibilité SEO. Chaque page produit est une landing page. Alors, il faut savoir que Google ne référence pas des sites, hein. Google référence des pages. Et ce sont les pages, telles une pêche à la palangre, où on a des hameçons avec des contenus différents, ces pages qui vont générer un trafic. Et donc, ça, c'est fondamental. Et en B2B, souvent on l'oublie, souvent on veut le cacher, on veut mettre des codes d'accès. Et oui, on peut mettre un code d'accès pour voir les prix, par exemple. Mais il faut absolument éviter, dans la mesure du possible, de mettre des codes d'accès pour arriver au catalogue, parce que Google ne va pas pouvoir l'aspirer. Et au contraire, cette visibilité, cette partie visible du catalogue va faire en sorte qu'on va gagner des clients et on ne va pas perdre les existants, parce que vos clients existants vont aussi à un moment donné taper utiliser Google, et c'est quand même bien qu'ils puissent vous trouver, parce que s'ils ne vous trouvent pas vous, enfin, en tant qu'acteur marchand, bah, ils trouveront les concurrents. Donc potentiellement une attrition de clientèle à ce niveau-là. Voilà, par effet forcément là on parlait de SEO, bah, l'équivalent est tout aussi vrai pour le SEA, et avec une énorme chance, hein, dont la majorité des acteurs du B2B ne se rendent pas compte. C'est fabuleux, hein, c'est très excitant et en même temps effarant. C'est qu'en B2B, vous l'avez compris, le flux, le visiteur est 10 fois plus transformant. Hein, un taux de transfo qui est de 10 points, là on est à 2. 5 fois plus transformant, pardon, 10% de taux de transfo. On a des paniers dont la valeur unitaire est 16 fois supérieure, pas loin de 1000 euros. Et à côté de ça, en SEA, donc en Google Ads notamment, plein de secteurs, plein d'acteurs, PMI, ETI, n'utilisent absolument pas ce levier de visibilité. Alors que le modèle économique de Google, c'est l'enchère. Plus vous êtes nombreux à vous battre pour le mot-clé chaussures kickers, plus vous paierez cher. Et en B2C, les clients payent régulièrement 1 euro du clic.
1 € du clic, ce qui est très très cher, puisque si vous faites une transfo de 2%, ce qu'on a vu juste avant pour un panier de 60 €, eh ben finalement, il vous faut 50 clics, donc 50 visiteurs pour faire une vente. Donc 50 € d'achat média sur Google pour faire une vente dont le panier moyen est de 59 €. C'est très clairement pas rentable. En B2B, par contre, il y a très peu d'acteurs, très peu d'annonceurs. Donc des mots-clés hyper stratégiques. Alors, certes, en termes de volume, très peu requêtés, mais en termes de valeur faciale, très importante, avec des produits à plus de 20 000, 10 000, 30 000, 40 000 € pièce, où il y a absolument zéro concurrence. Donc, le clic sur Google à 10 centimes, avec un taux de transfo énorme derrière. Donc, des gisements de visibilité et de rentabilité qui sont fabuleux sur l'e-commerce B2B. Je ne parle pas des réseaux sociaux, c'est hors scope, c'est super intéressant aussi, il y aurait de quoi tenir 1 heure dessus. Mais pour la conclusion, pour mon dernier mot, c'est que l'e-commerce, et de surcroît l'e-commerce B2B, n'est pas un but, mais est un chemin. Voilà. Et plutôt on se met à marcher, et mieux on avance et mieux on se renforce. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Et si vous avez des questions, je suis à vous.